Bon ben, oubliez tout ce que j'ai dit au début de ma vidéo précédente. Rumpelstiltskin est en vie. Voilà, bon, disons que ça... Il y a une partie de moi... Il y a une partie de moi qui est contente parce que voilà, j'aime le personnage, j'aime l'acteur, etc. Une partie de moi qui est déçue parce que ils ont pas osé aller jusqu'au bout en fait. C'est un peu dommage. Je vais revenir un peu là-dessus parce que j'avais déjà parlé, mais voilà, ce que je trouve que cette série réussit moins bien que Lost, son aîné, c'est le fait de mal gérer d'une part son casting et la façon dont ces personnages meurent. Et ça se ressent là aussi, hein, ça c'est clair et net, dans le sens où ils sont... Et cette série se centre tellement sur toujours les mêmes personnages, au point où la participation de tous les personnages secondaires à côté, eh ben, elle est un petit peu, elle est assez débattable, discutable, parce que j'ai le sentiment que une personne normale, avec le passé qu'on a rapidement donné à ces gens-là, ne réagirait pas comme ça, ne resterait pas constamment en arrière-plan sans rien faire. C'est un peu le problème que j'ai avec ça. Alors qu'avec Lost, ben, à chaque fois, les personnages essayaient de trouver leur, euh, leur rôle à un moment ou un autre. Tous les personnages de fond qui ne faisaient que suivre le coche, en général, on les gardait en personnages de fond. C'est-à-dire qu'on n'essayait pas de leur donner une espèce de raison d'avancer ou quoi que ce soit, de participer à l'effort collectif. Et à ce moment-là, d'accord. Mais il y a énormément de personnages qui sont là pour être là et depuis quelques temps ça m'embête un petit peu. Le docteur Well qui a pas bougé du tout, Ruby qu'on revoit enfin dans cet épisode où je me dis ok elle est là, elle fait rien maintenant quoi, elle est juste, ils acceptent tout leur sort en restant dans leur coin sans essayer de rien faire de particulier pour ça. Depuis quelque temps ça me gêne un petit peu dans le contexte global. C'est-à-dire que bon, c'était acceptable avec l'arc autour de Peter Pan. Là, avec ce nouvel arc où ils sont tous concernés très directement, bah, je trouve un peu dommage que ça se résume à ça. Et, et je sais pas, peut-être que la suite me contredira et qu'on va donner un peu plus d'importance à des personnages secondaires. Et tout, mais je sens que ça va être comme depuis pas mal de temps, c'est-à-dire qu'on va se centrer seulement sur 5 personnages, et ce qui les touche directement eux, c'est-à-dire Emma, Blanche-Neige, le prince charmant, Regina et Rumpelstiltskin, puisqu'il n'est pas mort, et voilà. Puis les autres auront peut-être un petit peu leur rôle, leur petite importance, mais ce sera surtout par rapport à la relation qu'ils ont avec ces 5 personnages. Tout sera lié autour de ces 5 personnages et à quasiment aucun moment on ne s'attardera sur d'autres. Ce qui n'est pas affreux ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'apprécie les 5 personnages, hein, je les déteste pas. Vous auriez pu trouver largement, très largement pire comme personnage centraux, mais c'est juste pour dire que voilà, je trouve ça dommage avec un casting aussi diversifié que à chaque fois vous deviez à tout prix tout centrer soit sur Regina, soit sur Rumpelstiltskin, soit sur le prince charmant et Blanche-Neige. Non, sérieusement, depuis quelque temps, tous les épisodes sont centrés autour de ces 4 personnes-là. Hein. C'est forcément autour de ces 4 personnes-là que ça joue un rôle, l'intrigue. Et j'espérais quand j'ai commencé la nouvelle intrigue dans l'épisode précédent que qu'on allait avoir une toute nouvelle menace qui ne serait en rien liée avec tout le monde, mais au final à la fin on finit par apprendre que c'est le cas, que c'est lié à Regina et à Rumpelstiltskin comme d'habitude. D'ailleurs, là-dessus, il y a une réplique du prince charmant que j'ai bien aimé à un moment donné quand ils savent qu'ils ont affaire à la méchante sorcière du pays d'Oz. C'est-à-dire, et qu'ils comprennent que bon, apparemment, elle est liée à personne. Et il dit, c'est pas une vendetta personnelle cette fois? Étonnant. Et ben, si, c'est une vendetta personnelle. Oui.
Bon, ok, on va s'intéresser à l'histoire maintenant. Donc, une chose que j'aime beaucoup dans cette demi-saison, c'est que apparemment, ça a l'air d'être parti sur une espèce de deux histoires qui évoluent en parallèle, c'est-à-dire comment tout le monde a évolué depuis leur retour au pays imaginaire comment l'année sera passée avant qu'ils soient tous maudits et retournent à Storybrooke. Et donc l'histoire à Storybrooke où tout le monde oublie ce qui se passe, a oublié ce qui s'est passé durant cette dernière année, et où ils vont essayer de découvrir ça, faire face aux nouveaux dangers qui les menacent, etc., etc. Très intéressant comme point de vue. Si ça parle là-dessus, ce sera intéressant à suivre en termes de structure. Donc oui, dans un an plus tôt, donc après qu'ils ont découvert la fameuse barrière, la méchante sorcière de l'Ouest ou de l'Est, je sais pas trop, difficile à dire. La méchante sorcière décide d'envoyer un de ses singes volants attaquer Regina pour qu'elle comprenne bien le message qui en a après elle. Donc pendant qu'ils se font attaquer, Regina sauve le petit garçon de Robin des Bois, et c'est là que ça va commencer un petit lien entre eux qui sera développé au fur et à mesure de l'épisode. Et ils finissent par comprendre donc que c'est le magicien d'Oz. Le prince charmant sa réplique, ah tiens, ça n'a pas l'air d'être une vendetta personnelle cette fois. Et ben si. Et Regina se dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Il y a un tunnel qui mène à mon château, je vais y aller seul pour pas me faire repérer, et à l'intérieur je désactiverai le bouclier pour que vous puissiez entrer et attaquer avec votre armée, etc., etc. Donc elle décide de faire ça, elle veut que personne l'accompagne, mais Robin des Bois décide quand même de dire ok, non, j'ai une petite dette envers toi, même si clairement c'était à toi que le singe volant voulait et pas à mon fils, je t'accompagne pour surveiller tes arrières. Et donc voilà, ça crée tout un moment de petits de petits dialogues assez plaisants entre eux où ils sont vraiment où ils s'estiment pas énormément en soi au départ, c'est-à-dire que ouais, c'est une méchante reine, c'est un voleur, mais ils finissent par avoir quelques petits points qui les rapprochent par rapport aux pertes qu'ils ont vécues, etc., etc. Et ils sont clairement pas au stade où ils vont s'embrasser et tout, mais je trouvais que c'était un très bon début de relation qui se nouait entre eux. Sincèrement, je trouvais que si c'est bien géré par la suite, ça pourrait être un couple très intéressant. Donc oui, après quelques petits pièges, ils arrivent à la porte qui mène au château, à la crypte du château, qui est ouverte alors qu'elle était protégée par un sort de sang. Un sort de sang, je sais pas si ça a été dit avant, mais un sort de sang, c'est genre le truc ultra méga puissant que même les plus puissants des sorciers peuvent pas briser, quoi, et que seule la personne qui partage le sang peut ouvrir. Donc ouais, mystérieux tout ça, mais Regina décide quand même d'entrer, mais avant de s'attaquer à la protection magique, elle décide de se concocter rapidement une petite potion de sommeil éternel, parce que maintenant elle peut faire ça les doigts dans le nez. Et Robin des Bois est un peu méfiant, elle se demande mais qu'est-ce que tu fais, ma vieille, dis donc. Et Regina lui dit que voilà, c'est pour elle, parce que maintenant elle a plus rien pour l'accrocher à la vie. Donc je vais prendre cette potion de sommeil éternel, et peut-être, en espérant que peut-être un jour Henri viendra me sauver, puisqu'il n'y a plus que lui qui compte dans ma vie. À nouveau, elle est genre, elle touche le fond du trou, elle croit plus en rien, etc. C'est assez touchant en soi. Et mais avant de se faire, de s'infliger le poison, elle décide quand même, bon déjà de stopper Robin des Bois qui essaye de l'en empêcher, mais aussi de dire ok, je vais quand même laisser le prince charmant et Blanche-Neige avoir leur petite guéguerre, sauver la situation, etc., etc. Elle va enlever la protection, elle y arrive hein, avec sa magie. Et juste avant de s'infliger le petit poison dans sa main, elle est arrêtée par la méchante sorcière qui s'avère être sa demi-sœur. Là, c'est la fille de Cora, elle lui avoue que c'est sa demi-sœur. J'imagine que c'était avant toute l'histoire qu'on a vue en flashback. C'était comme Emma, j'imagine quoi. Elle l'a eu très jeune. Elle s'est dit que non, elle pouvait pas avec sa situation, elle pouvait pas s'occuper d'elle, etc., etc. Je vois que ça sur le principe.
Peut-être que ça me contredira, mais je suis désolé, pour moi ça sort de nulle part, quoi. Pour une femme qui était tellement omnubilée par le pouvoir, la position de pouvoir, qu'elle a tout fait pour que sa fille soit là-dedans, qu'elle ait décidé de virer sa première fille, sa fille aînée comme ça, pour une raison qui m'échappe, je comprends pas. Peut-être que ce sera bien expliqué, je suis sûr qu'on prendra la peine d'expliquer ça. Oh mon Dieu, je viens d'avoir juste comme ça une idée à la con saugrenue, qui j'espère ne sera pas le cas parce que c'est n'importe quoi. Le fait que la sorcière, la méchante sorcière soit verte et la peau verte, serait peut-être dû au fait qu'en fin de compte, Cora aurait donné naissance à l'enfant de Rumpelstiltskin. Donc ouais, toute cette histoire de manipulation qu'on avait vu dans son flashback, comme quoi, oh, je t'ai manipulé, enfin, j'ai fait en sorte d'ôter mon cœur pour pouvoir être détaché de toi, etc., etc. Et donc, le premier enfant sera pas de toi, etc., etc. Bah, au final, si ils ont eu l'occasion de le faire assez pour qu'elle soit en cloque de lui. Et donc, le premier enfant qu'elle a eu, elle l'aurait donné à Rumpelstiltskin, d'après le contrat qu'elles ont passé. J'ai... Ok, c'est... Si c'est le cas, ça amènerait beaucoup de questionnements, de trucs avec lesquels j'aurais du mal, si c'est le cas. Mais le fait est que oui, mine de rien, elle n'est pas complètement étrangère à Rumpelstiltskin parce que elle a été, parce que voilà, elle le dit à Regina, ah, tu crois être la seule à avoir connu Rumpelstiltskin, et tu connais Rumpelstiltskin, mais Regina, tout le monde connaît Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin a croisé tout le monde. Tu verras n'importe quel nouveau personnage, vous trouverez un moyen de le lier avec Rumpelstiltskin. Ça devient un gag maintenant. C'est une blague ça. Je veux dire, avec Peter Pan, j'étais limite. C'était limite pour moi, mais j'arrive à l'accepter. Mais là, ça commence à devenir n'importe quoi, quoi. Tous les nouveaux personnages que vous introduisez, ils seront liés à Rumpelstiltskin. Ouais, donc ouais, c'était son élève avant, mais il l'a lâché pour je ne sais quelle raison. Je sais pas, une fois qu'on a passé le côté A, comme par hasard, tout le monde est lié avec tout le monde, je veux dire, ça pourrait faire un espèce de parallèle intéressant. Le fait est que la méchante sorcière est complètement en rogne enfin, envers Regina parce que ben, elle a eu ce qu'elle n'a jamais eu. Quoi. Sa mère l'a abandonnée, Rumpelstiltskin a décidé de l'abandonner aussi, de la lâcher. Et donc elle en veut beaucoup à Regina pour ça. Et ça peut faire un parallèle assez intéressant entre entre deux femmes qui ont vécu une vie malheureuse en ayant eu des approches complètement opposées. C'est-à-dire que la méchante sorcière, on ne lui a rien donné, on ne lui a pas laissé sa chance, on n'a eu aucune attente envers elle. Et donc, ouais, elle a eu ce ressentiment d'avoir été abandonnée, alors que Regina, on a tout attendu d'elle. Sa mère voulait à tout prix qu'elle se hisse au sommet du pouvoir. Rumpelstiltskin elle a complètement manipulé du début à la fin pour qu'elle soit l'instigatrice de la grande malédiction et tout et tout. Elle a été manipulée, tout le monde a tout misé sur elle, alors qu'on n'a rien misé sur la méchante sorcière. Ça peut faire un parallèle intéressant si c'est bien géré pour la suite. Mais n'empêche que ça fait super gros quand même, comme lien, quoi. Enfin bref. Elle finit par lui dire, haha, tu penses avoir touché le fond du trou, mais non, tu verras, maintenant, mon but, c'est de te faire souffrir, etc., etc. Et elle décide de faire ça en se barrant, en lui laissant son château. J'ai pas compris la manœuvre. Apparemment, voilà, elle se dit, oh, je suis en sous-effectif par rapport à tout le monde, je me barre et je t'en ferai voir des vertes et des pas mûres. Et je me barre sur mon balai. Et le truc, c'est que en faisant ça, elle a eu un peu l'effet inverse de ce qu'elle voulait, je pense, parce que Regina, qui n'avait plus aucune raison de vivre, vu qu'Henri n'était plus dans sa vie maintenant, elle a une nouvelle raison de vivre, quelqu'un à détruire. Donc, ce qui promet d'avoir une Regina
un peu vicelarde comme on l'aimait bien dans certains flashbacks à ce niveau-là. Donc assez cool sur le principe. Voilà, c'est pas mal comme flashback, c'est juste la révélation, quoi. C'est la révélation qui m'exaspère sur le principe, où il faut absolument qu'il y ait toujours les mêmes liens avec les mêmes personnes. Dans l'autre monde, un an plus tard, donc, Emma discute avec Blanche-Neige et le prince charmant, qui lui disent donc qu'ils ont tout oublié cette dernière année, et donc c'est assez mystérieux. En plus de ça, mine de rien, il y a un autre mystère, le fait que énormément de gens ont disparu depuis leur réapparition, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de nains qui ont disparu inexplicablement, qu'on ne retrouve nulle part. Et en plus de ça, Neil n'a jamais été vu par les habitants. Donc ils partent du principe qu'il a disparu à cause de la même chose que les autres. J'ai tendance à penser que c'est pas le cas. vu le petit mystère qu'ils font autour de ça, je pense que l'absence de Neil a une autre justification. J'aurais même tendance à parier que c'est lui qui a envoyé le message à accrocher pour qu'il rentre à Storybrooke avec la fameuse potion de mémoire. Parce que oui, la potion de mémoire, le message qui lui a dit de rentrer à Storybrooke, tout est venu avec dans un même colis avec une mouette. Apparemment, étant donné que ça correspond à la façon de communiquer de Blanche-Neige, il semblerait que ce soit elle, mais je dirais que c'est Bellefire qui a instauré ça, qui a lancé ce message. Et pourquoi il ne l'a pas accompagné, ben ça, je suis sûr qu'on aura une explication aussi. Après, c'est qu'une supposition pour l'instant, donc on ne sait. Il y a beaucoup de mystères pour l'instant. J'aime bien. La première piste d'Emma, c'est de demander à Regina si elle n'est pas responsable de ça. Donc Regina, qui est de toute évidence en sait à peu près autant que tout le monde, est aussi dépassée que tout le monde. Par contre, ça n'empêche pas un petit peu les gens d'avoir, comment dire, d'être méfiants. D'ailleurs, suite à une réunion que Emma lance, tout le monde pointe du doigt Regina et Emma aussi dit ah oui, je te fais pas si confiance que ça. Et donc Regina le joue. D'accord, si vous voulez que je sois la méchante reine, c'est reparti. L'histoire se répète. Sur le moment, ça m'a fait super rager cette scène, mais genre super rager parce que vous repompez un truc qui a déjà été fait avant. Et pour une connerie, quoi. Surtout par rapport à Emma qui semble lui avoir fait confiance. Mais j'étais soulagé en apprenant que tout ça était une ruse pour faire croire à tout le monde que Regina était l'ennemi public et que tout le monde la soupçonnait elle. Voilà, sachant que, ok, ça m'a soulagé, mais mine de rien, ça a rien apporté du tout. Genre du tout. Quoi, je sais pas, peut-être par rapport à la suite, ça fera ça, mais le truc, c'est que le plan qu'elles vont pondre, ça n'a rien à voir avec... ça n'a absolument rien à voir avec ça. Parce qu'au final, le plan, c'est de faire dupliquer la potion de mémoire par Regina parce qu'il en restait un fond. Donc, ça n'a pas besoin de faire passer Regina pour la méchante, là. Non, vraiment pas. Et malheureusement, ça ne marche pas. Voilà, elle essaye et il reste plus assez de potions pour ça. Donc Emma décide de partir sur un nouveau plan un peu plus rusé, qui est de faire croire que elle est sur le point de réussir une potion de mémoire pour attirer la vraie méchante, la méchante sorcière qui est présente à Storybrooke. Voilà, qui se fait passer pour une sage-femme, genre je vais en parler d'ailleurs. Donc il l'attire via ce piège, mais elle arrive à passer sa protection de sang, voilà, sa protection magique de sang, parce que bon, elle est sa demi-sœur, donc ça passe très bien, hein, c'est tout à fait normal pour ça. Et voilà, donc ils pensent à l'avoir piégée, mais ils ne sont pas arrivés à la piéger. Mais ils finissent quand même par comprendre que c'est l'œuvre de la méchante sorcière. Par rapport au fait qu'elle se déplace en fumée verte, la personne, et aussi par rapport au fait que les personnes disparues, ça avance un petit peu à ce niveau-là. On finit par découvrir qu'ils se font capturer par des créatures volantes. Voilà, et ils se font... ils se prennent des griffures, etc., etc. C'est arrivé à Petit Jean, qui a eu un rôle très important dans l'histoire, donc ouais, sa perte est insoutenable. Petit Jean, donc, s'est fait emporter par une de ces créatures. Il a été retrouvé dans les bois, et alors qu'il est en pleine salle d'opération, il se fait transformer en... il se fait transformer en singe volant. Voilà, donc c'est une espèce de poison qui transforme les gens en singes volants. Alors, est-ce que ça va être guéri ou pas? J'hésite à le
dire. Comme je l'ai dit, Petit Jean, et c'est pas un personnage qui a été super développé. Les quelques nains qui ont disparu, là non plus, hein, mine de rien, à part Grincheux, les nains n'ont pas été particulièrement développés. Cela étant, si ils font en sorte qu'il n'y a pas de remède, et j'espère qu'ils feront un moment de deuil pour les nains qui sont partis, et même un peu pour Petit Jean, mais aussi pour les nains qui sont partis. Je veux dire, même s'ils n'ont jamais eu un rôle très important, ils étaient là depuis le début. Ça me ferait légèrement chier qu'ils soient pas pleurés, quoi. S'il n'y a pas de guérison. Mais vu ce qui se passe depuis une bonne partie de la série, surtout la saison 3 maintenant, j'ai envie de dire, j'ai le sentiment que tout peut se guérir. On peut revenir de tout. Hein. Ça me surprendrait pas qu'on revoie à un moment donné Peter Pan ou Cora par d'une quelconque façon, avec ce genre de conneries. Allez, allez, pourquoi pas faire revenir Graham, hein, tant qu'on y est. Le, donc ouais, c'est assez inquiétant, mine de rien, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui ont disparu, ça promet pas mal de trucs bizarroïdes. En plus de ça, on découvre que la méchante sorcière s'est fondue dans la masse et se rapproche un peu de Blanche-Neige en s'intéressant assez particulièrement à son enfant. Elle se fait passer pour une sage-femme, ce qui me conforte un petit peu dans l'idée un peu saugrenue que j'avais de dire que l'enfant de Blanche-Neige n'était pas l'enfant de David. Là, ça me fait dire, ouais, c'était pas une idée si saugrenue que ça. Hein. Là, je tiens mon pari, hein, vraiment. Je pense avec ça que c'est pas son enfant. Et on apprend aussi que la méchante sorcière, cliffhanger de fin, elle détient Rumpelstiltskin dans une cage, quelque part dans un coin isolé de la ville. Comment? Je ne sais pas, je suis sûr qu'ils vont trouver une excuse. Ce qui est intéressant malgré tout, malgré le fait que j'apprécie pas trop cette révélation sur le principe, c'est que Rumpelstiltskin est redevenu ce qu'il était, mais genre avant de rencontrer Belle, où il était complètement cabotin. Il a son accent très exagéré, comme ça, je pourrais pas l'imiter. Et il a l'air un petit peu... il a pas l'air très sain d'esprit. Voilà, donc ça me fait me demander, alors quel genre de Rumpelstiltskin c'est? Est-ce que c'est un Rumpelstiltskin qui a complètement perdu la boule? Ou bien est-ce que c'est un Rumpelstiltskin qui a genre perdu la mémoire d'il y a très longtemps? Ça serait c'est très intéressant à voir et ça peut promettre quelque chose de d'assez poignant si on fait des retrouvailles, quand on fera des retrouvailles avec Belle. Je suis sûr que ça va être le cas. Donc, plutôt... donc voilà, c'est à nouveau, je partageais, c'est-à-dire que j'aime pas le principe de la révélation, mais ça peut promettre des trucs bien pour plus tard, donc pourquoi pas. Voilà, s'il me reste un petit truc à dire en plus de ça, donc Henry n'a toujours pas regagné sa mémoire, n'a toujours aucun souvenir de sa vie à Storybrooke, et donc ça crée des moments assez intéressants avec les différents personnages qui essayent de faire comme si bon, on est une vie normale, c'est bon, et de faire comme si bon, ben, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Il y a Blanche-Neige qui dit qu'ils se sont rencontrés à Phoenix, et donc quand elle était à Phoenix, quand elle était enfermée, donc on était co-détenus. Voilà, j'ai fait des choses pas très bien dans ma vie avant. C'était assez drôle. Et Regina qui hésite à revoir, renouer le contact avec Henry puisque ben elle représente plus rien pour lui à ce moment-là. C'est plutôt touchant à ce niveau-là. C'est pas mal. En fait, par rapport à Regina, c'est très... Et on essaye vraiment de nous faire avoir de la peine pour elle, que ce soit en flashback ou dans le nouveau Storybrooke, par rapport au fait que oui, elle peut plus être avec son fils. D'ailleurs, il y a un moment assez joli aussi par rapport au fait que quand elle demande à Emma est-ce qu'il est content dans sa vie en fait, c'est assez touchant quoi. On voit qu'elle est super liée à Henry. À nouveau, le fait d'être super liée à Henry et que ce soit que ça qui la rende sympathique, pour moi, ça en fait pas un méchant qui se rachète. Ça en fait un méchant qui a qui a un côté touchant. Et on a eu beaucoup de méchants comme ça qui sont des ordures et qui ont un côté doux
à côté d'eux qui les rendent vraiment, qui les rendent assez, qui les rendent touchants et qui en font pas juste des grands méchants, blah, contrairement à Peter Pan ou un sentiment la méchante sorcière ou Cora, c'est-à-dire ce genre de personnage pour lequel on éprouve aucun attachement. C'est un genre de méchant pour lequel on éprouve de l'attachement, mais voilà, si tout ce que vous allez faire, et je dis bien tout ce que vous allez faire, c'est me dire à quel point elle est attachée à Henry et c'est tout ce qui importe pour elle, de tout ce qui importe de gentil pour elle, ben j'ai envie de dire, ouais, ça va pas en faire une gentille, quoi. C'est la seule chose que vous faites. Voilà, voilà, vous me convaincrez jamais à 100% si c'est la seule chose que vous faites pour son repentir. Le fait est qu'elle fait tout ça pour être avec Henry et puis basta. Bref, un épisode avec beaucoup de choses à redire, il se passe énormément de trucs. C'était plutôt intéressant sur pas mal de points. Ça amène à pas mal de trucs qui pourront être pas mal. Honnêtement, le personnage de la méchante sorcière, à nouveau, je suis pas fan du conte sur le principe, donc ça me fait pas grimper au rideau. Mais si on crée une bonne dynamique de parallèle avec sa demi-sœur Regina, ça pourrait être pas mal. Elle pourrait être pas trop mal en tant que méchante. Mais sinon, voilà, j'en ai déjà dit beaucoup, c'est une de mes vidéos les plus longues. À bientôt pour la suivante. Ciao!